Je suis né à Liverpool en 1949. Mon père était ingénieur électricien, initialement à la Fleet Air. Plus tard, il a travaillé sur divers projets d'aviation civile en différents lieux de Grande-Bretagne, de Somerset dans le sud-ouest de l'Angleterre à Lossiemouth tout au nord de l'Écosse. Donc, évidemment, notre famille a dû me déménager très souvent. En tout, j'ai connu 7 écoles différentes au cours de ma scolarité. Ma grande ambition, quand j'étais petit, était d'être fermier, comme mon grand-père, à qui nous rendions souvent visite, surtout pendant les longues vacances d'été. À l'âge de 11 ans, j'étais en internat à Little Haddam, le village voisin de Much Haddam, où se trouve aujourd'hui la Fondation Henry Moore. L'école était située, je n'en avais certainement absolument pas conscience à cette époque, et mes professeurs apparemment non plus. L'école était située dans un environnement magnifique parmi les paysages de Hertfordshire, dans une ferme où les écoliers étaient responsables de l'entretien. Une source de l'excitation était alors les radios pirates, comme Radio Caroline et Screaming Lord Sutch, qui rediffusait le dernier pop music pop. Dans le monde actuel des médias et de la communication, c'est inimaginable, mais la radio qui n'était pas celle du gouvernement était alors illégale. Pour ajouter à cette excitation clandestine, nous écoutions tous cette nouvelle musique dans le dortoir en utilisant les transistors révolutionnaires fabriqués en Japon. Pour mes 12 ans, lorsque mon père m'a demandé ce que je voudrais comme cadeau d'anniversaire, j'ai répondu évidemment un transistor. Bien, dit-il, je vais t'en fabriquer un. Il a tenu sa parole. Le transistor n'était pas tout à fait près de l'âge de mes 12 ans, ni même mes 13 ans. Et lorsqu'il fut terminé, il ne ressemblait pas vraiment aux radios des autres garçons. Il avait à peu près la taille d'une brique, recouvert d'une pellicule de plastique bleu pâle avec 2 boutons d'oreille, une pour le volume et un autre pour changer la longueur d'onde. Les programmes que j'ai recevés étaient très limités. En fait, je n'avais que la BBC nationale et la BBC internationale. Outre, il était difficile à cacher sous mon oreiller en cas d'inspection de dortoir. Et pour avoir le moindre signal, il fallait que je tienne une fil de cuivre en guise d'antenne au-dessus de ma tête. C'était toute une histoire chaque fois que je l'ai sauté. Mais j'étais très heureux avec ma radio et même un peu fier. Après ça, j'ai admis que tout ce que nous faisons par nous-mêmes ne ressemble pas aux autres choses dans le monde qui sont fabriquées en équipe. Et je ne suis jamais inquiété d'un manque de consensus. Sans doute, parce que j'ai changé constamment de l'école, le seul cours que j'étais facile à suivre était la science. En effet, la physique et la chimie étaient les mêmes partout où j'allais, tandis que les programmes d'histoire et de littérature dépendaient des préférences de chaque professeur. La seule chose que j'ai complètement loupée, c'était le cours d'art plastique, qui ne collait jamais avec mon emploi de temps. Et je crois que ça a été un grand avantage pour moi pendant les années. En tout cas, en tant qu'écolier, la science m'a intéressé. Et lorsque mes parents ont de nouveau déménagé pour le reste de l'Angleterre, j'ai décidé de rester à Welwyn Garden City, à une trentaine de kilomètres au nord de Londres. Pour ce faire, j'ai pris un job assistant dans un laboratoire de biochimie avec l'intention de poursuivre ma formation. Pendant le temps que j'ai passé là-bas, j'ai commencé à dessiner et j'ai fini par décider qu'il fallait que j'aille dans une école d'art. Tout en constituant mon portfolio, je travaillais dans un établissement de formation continue
au département impression et céramique en tant qu'assistant technique. En 1968, j'ai été admis en année préparatoire à la Gloucestershire School of Art and Design, où je faisais surtout du dessin, de la peinture et de l'impression. Et j'ai été plus ou moins obligé de faire une sculpture pour la première fois, ce qui faisait partie du parcours. J'étais surpris et fasciné de voir à quel point chaque changement de volume, de contour et de forme produit instantanément les idées et émotions différentes. Mais c'était tellement nouveau pour moi que j'ai maintenu ma décision de passer dans la cour de peinture à la Wimbledon School of Art. J'ai passé l'été à travailler dans une usine d'acier, une expérience matérielle, bruyante et intense, qui me fit forte impression. Je trouvais ça grisant et inspirant. L'énergie et la dynamique de la fonderie sont restées gravées dans mon corps et mon esprit pendant quelques semaines. Et quand je me suis retrouvé au face du chevalet, j'étais plus enclin à travailler avec le matériau qu'à peindre. La première chose que j'ai faite, que je considérais plus comme une expérience que comme une œuvre d'art, fut de faire de nus dans la ficelle. Au bout de plus d'une semaine passée à faire de nus, j'avais produit un tas de matériaux self-made, et j'avais appris que le trompe qu'on utilise pour travailler sur des matériaux constitue une partie importante du processus. C'est du temps où on pense, où on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire pour créer des associations, comprendre le sens et d'avoir des idées. La spaghetti en ficelle nouée faisait comme une toile matérielle que j'ai étirée un peu partout dans mon atelier et dans mon appartement. Après ça, j'ai fait plusieurs œuvres qui revenaient à produire un matériel que je pourrais utiliser pour recouvrir et remplir la composition quotidienne, comme une nappe sur une table pour le repas ou un canapé avec le cousin et un tapis. Parfois, le matériau ressemblait à une couche de neige ou de cendre, et je l'ai envisagé comme une manière de marquer un territoire. J'ai commencé à regarder et à classer le lieu de tous les jours et le contenu, ce qui m'a conduit à voir les choses comme des compositions répétitives d'objets et de matériaux. Chaque living room avec plus ou moins les mêmes éléments et objets, chaque réfrigérateur avec un assortiment donné de choses prévisibles, chaque maison avec les mêmes caractéristiques et chaque rue de banlieue toujours la même. J'avais passé une partie de ma vie dans des immeubles et détesté la normalité urbaine. Et ce qu'on appelait alors la normal Norman, l'archétype de l'homme de la ville. La monotonie répétitive de choses qui se présentent, qui ressemblent complexes au premier abord, et la façon dont nous cristallisons sélectivement l'expérience, et ces choses en images généralisées m'intéressaient de plus en plus. J'étais convaincu que donner du sens aux choses pour leur permettre de transcender leur état normal et leur contexte n'est pas juste une fonction de l'art, mais que c'est là l'essence même de l'art. Mes hypothèses de base étaient que tous les matériaux et formes nous poussent à réagir de différentes manières, qu'ils marquent nos vies continuellement et que c'est pourquoi nous, en tant que forme particulière de la matière, nous les marquons inconsciemment au début comme une partie de la nature, pris de façon plus radicalement consciente en utilisant les techniques de la science et de l'art. C'est exactement cette conscience d'action qui m'intéressait,
mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pourrait simplement aborder le sujet en adoptant une approche artistique traditionnelle ou même classique. J'ai essayé de réaliser des combinations complexes d'objets. Je faisais 4 formes en 4 couleurs différentes avec 4 matériaux différents. J'ai vite réalisé que j'aurais fait une montagne de choses pour aller juste au bout de combinaisons les plus simples. Donc, comme dans la vraie vie, j'ai réduit à l'essentiel. Quand j'étais petit, le potato heads était une passe-temps bien connue des enfants. Et le travail que je faisais, qui ne pouvait exister qu'en photo, était basé sur toutes les combinaisons d'expression du visage d'un potato head, que j'avais à l'esprit, ce qui faisait référence à des combinaisons de formes et de couleurs et types faciaux de portraits et même au Marilyn de Andy Warhol. Le fait d'être dans une cour de peinture me reprochait de matériaux sans que je les modulé ou les taillé. Mais quand j'ai demandé si je pouvais travailler dans l'atelier de sculpture, parce que j'avais besoin de plus d'espace pour faire la chose, j'ai eu droit à un nom tellement virulent que j'ai compris pour la première fois l'énorme bataille idéologique qui s'est jouée parmi les sculpteurs. J'ai pris conscience que ce qui m'intéressait était considéré par les sculpteurs plus classiques comme conceptuel et relevant du ready-made, ce qui est pour eux un anathème. En fait, je n'avais pensé de cette manière. Ce que je voulais, c'était de travailler avec le matériau ordinaire en lui donnant de nouvelles significations et la technique que j'ai utilisée consistait à collecter, classer, assembler et arranger. J'avais toujours la fonderie d'acier à l'esprit. En 1971, alors, je travaillais sur l'île de White dans un hôtel. J'ai fait une série d'œuvres à l'extérieur qui n'existent que sous forme de photographie et qui utilisaient des matériaux naturels éphémères. Ces œuvres se référaient clairement au land art ou au travail de Richard Long, mais je voulais que ça soit moins en rapport avec la nature et les éléments et que ça exprime plutôt l'idée de l'artiste comme un acteur de changement, tel qu'il prévalait dans la sculpture de l'après-guerre. Je voulais exprimer davantage sur ma propre nature en tant qu'acteur de la sculpture. Pour ce faire, j'ai commencé à faire des choses et réaliser des actions qui ne pouvaient être documentées, excepté pour la photographie, dans lesquelles je devenais la cause d'une condition, d'une forme ou d'un état de matériau. Pendant le cours à Wimbledon, j'ai entendu parler du mouvement Arti Pauvre et de l'exposition When Attitudes Become Form. Bien que ces expositions couvrent un large éventail d'attitudes et artistes différents, j'ai senti immédiatement que je pouvais m'identifier avec bon nombre de leurs préoccupations, notamment en faisant des choses qui montraient la qualité des matériaux et objets et en les utilisant pour développer un système de signification, contrairement à l'utilisation de matériaux qui consiste à tailler ou modeler selon une forme dont seul décide la sculpture. La première attitude consiste à laisser le matériau prendre la forme, ce qui dit quelque chose sur ce matériau, et l'autre en dit plus sur la sculpture. À cette époque, il y avait plein de débats sur la déterminabilité, la probabilité et l'aléatoire. Il y avait toujours quelqu'un pour trouver votre signe astrologique chinois ou pour vous demander votre signe de zodiaque. Les questions de déterminisme et de signification et de ramifications mathématiques, scientifiques, religieuses, politiques et culturelles. Quel libre arbitre avons-nous et dans quelle mesure pouvons-nous déterminer notre destin? Qui sommes-nous et comment nos vies évoluent-elles? Ces questions avaient une importance particulière
pour les tenants de la modernité qui proclamaient la culte de l'expression individuelle et libre. D'un autre côté, accepter la complexité abyssale des choses et ce que nous apparaît comme chaotique ne revient pas juste à prendre un rôle infinitésimal devant la totalité, mais à accepter avec grâce le fait de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et important que tout ce qu'il y a d'individuel. Certains appelleront ça du fatalisme. Quand nous commençons à réaliser que nous avons effectivement beaucoup moins de libre arbitre que nous aimerions l'imaginer, cela nous donne une connexion universelle aux choses. Quand nous commençons à réaliser que nous avons effectivement beaucoup moins de libre arbitre que nous aimerions l'imaginer, cela nous donne une connexion universelle aux choses. C'est évident de toute façon en chimie et en physique, mais ça a aussi des implications importantes sur notre manière d'agir. L'aléatoire a été un des grands principes de travail de Duchamp et c'est particulièrement bien exprimé dans les œuvres de John Cage. C'est devenu un aspect essentiel et une influence majeure de l'art dans la seconde moitié du XXe siècle. Par rapport à la sculpture, la position extrême était la suivante. D'un autre côté, il y avait l'idée que, comme toute chose est matérielle ou manifestation, et que tous les matériaux ont une signification, alors utiliser cela pour exprimer des émotions ou de la poésie ne demande qu'un peu de soutien de la part de l'artiste. De l'autre, que rien ne signifiait quoi que ce soit si l'artiste n'y met pas la main pour lui donner la forme voulue. Il y a bien sûr quantité d'autres manières de décrire ces approches et des degrés divers et combinaisons de deux. Je considérais ma méthode de travail comme une forme d'observation autant qu'une façon de faire quelque chose. Peut-être un héritage du laboratoire. En 1973, j'ai été admis au cours de sculpture du Royal College dans le centre de Londres. J'avais là un vaste atelier que j'ai partagé avec Peter Venn, une sculpture de St. Martin's. J'avais acheté un vélo tandem que j'avais transformé pour pouvoir rassembler les matériaux pour mon travail. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était les objets et tous ces trucs qui, de toute évidence, avaient été utilisés dans un but bien précis et qui avaient donc reçu une forme spécifique, que ce soit un carrelage de salle de bain ou une chaussure, mais qui, après avoir été libérés de leur fonction, avaient subi des changements de forme. Je trouvais ça intéressant à deux égards. Premièrement, j'avais été très impressionné par le minimal art, notamment par Don Judd, Carl-André, Dan Flavin et Sol LeWitt, mais cette fascination a disparu quand le détachement émotionnel et l'infinité pour la culture dominante de la géométrie et des produits industriels, en particulier de sa architecture, ont commencé à me irriter. Cela peut, n'est-ce pas, semble bien raisonnable, mais qu'attendent d'autres d'un jeune de 24 ans? Le minimalisme correspondait, selon moi, à une forme d'impérialisme culturel américain qui essaie, avec un certain degré de polémique tyrannique, de s'affirmer comme l'ultime destination logique de la sculpture. Dans la décrépitude des formes entropiques, des débris, de construction, je voyais un merveilleux retour à l'état suprême de chaos. Deuxièmement, en tant que jeune garçon, j'avais toujours été intéressé par la géologie. Et mon frère et moi parcourions souvent de longues distances à vélo pour collectionner des pierres, des minéraux et des fossiles. Je possède encore de nombreux spécimens que nous avons rassemblés dans les années 50. Le plus grand atout
Le plus grand atout du département sculpture du Royal College était nous partageons l'arrière-cour du Natural History Museum et du Geology Museum et étions autorisés à pénétrer dans ce sont les deux fabuleuses institutions. La richesse de formes qu'on peut trouver, ne serait-ce que dans la section de minéraux, était tout simplement écrasante. J'ai passé là des heures et des heures. Elle a contemplé et dessiné toutes ces merveilles qu'on pouvait y trouver. Le fait que le Science Museum et le Victorian Albert Museum étaient eux aussi à un jet de pierre ont rajouté encore la richesse de la situation. Je faisais alors des œuvres qui sont les imités, renvoyées aux formes des objets naturels, mais avec le matériau créé par l'homme. J'ai trouvé spécialement la pliée de mouvements géologiques ou aussi certains reliefs géographiques d'un grand intérêt. En ce que même regarder un paysage prend une nouvelle signification dès qu'on sait ce qu'est la matière et quelles sont les forces à l'œuvre sous la surface de la Terre. Cette fascination m'est restée à travers tout mon parcours. Le simple fait que toutes les formes et surfaces sont le résultat de forces internes, qu'il s'agisse du visage d'une personne ou de ses vêtements, d'un bras, d'un arbre ou d'un paysage, résout dans une certaine mesure la dichotomie entre les approches antagonistes de la sculpture. Ça donne aux deux positions l'occasion de voir la forme comme étant le résultat ultime de forces internes ou externes, et que le désir, la volonté et les besoins de l'homme sont des forces causales, naturelles, toutes comme les autres. Dans les deux cas, la question à laquelle il faut répondre est quelle est la nature et l'origine des forces qui nous forment, nous et tout le reste. J'ai réalisé beaucoup d'œuvres dans les années 1974-75 qui, de différentes manières, étaient des tentatives de révéler un matériau de sorte que le rapport entre la matière interne et la forme externe deviennent apparents. Tout ce monde de ces objets furent ce que qualifierait des œuvres achevées, et je passais juste d'une chose à la prochaine. J'étais d'autant plus heureux qu'il semblait n'y avoir ni précipitation, ni en fait de but ultime. Mon atelier était juste à côté de celui de responsable du département de sculpture, le professeur Bernard Meadows, ancien praticien de Henry Moore. C'était un homme revêche, un peu bavard, qui ne manquait pourtant pas une occasion de faire connaître ses opinions. Il m'avait plusieurs fois sévèrement averti que je ne pourrais pas continuer à remplir l'atelier avec des rebuts. Il n'a jamais su faire la différence entre mon travail et la détriture. Et prétendait que ça allait attirer les rats. Il m'a alors donné un ultimatum et je le connaissais assez bien pour savoir qu'il ne rigolait pas. Du jour au lendemain, j'ai assemblé tout ce que j'avais fait et tous les autres matériaux en 2 blocs rectilignes. C'est une des premières œuvres que j'ai faites et dont j'étais content. J'étais satisfait que ce soit une forme non géométrique, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas la construire avec la précision des matériaux disponibles. Et d'un autre côté, ça ressemblait à la section transversale d'une structure géologique semblable en fait à certains modèles du musée avoisinant. Peu après, Bernard Meadows est venu à mon atelier avec M. Adam Tessier, un monsieur qui travaillait pour le ministère français de la Culture et qui m'a proposé de travailler une année en France dans une école de beaux-arts.
est de préparer un rapport décrivant mes expériences et comparer le système de formation anglais et français. J'ai expliqué que mon français était vraiment très rudimentaire, mais M. Tessier a dit que je m'en sortirais. En moi-même, j'étais convaincu que j'étais juste un moyen pour Bernard Meadows de se débarrasser de moi. Je serais arrivé à Metz en janvier 1975. L'hiver était particulièrement froid et neigeux. Le directeur de l'école des Beaux-Arts n'était pas emballé de me voir, car ce n'était pas lui qui m'invitait pris la décision. Ce n'était pas lui qui avait pris la décision. Il croyait que j'étais une sorte d'espion. Il m'a conduit dans une classe de 32 étudiants qui étaient occupés à tailler dans un béton poreux un hibou empaillé, modèle posé sur le devant de la classe. Le directeur m'a présenté en expliquant que j'étais anglais et m'a dit que c'était désormais mes étudiants et qu'ils étaient français. Et puis, il a quitté la salle. Seule une jeune fille parlait 3 mots d'anglais et j'ai compris qu'il allait falloir que j'apprenne le français le plus vite possible. C'était mon premier séjour à l'étranger et c'était un vrai voyage de découverte. La première surprise, agréable, fut que la nourriture était aussi bien comme à la maison. Et la seconde, le vin était même meilleur. Il est bien vrai que ce n'est qu'en vivant, on tombe dans un autre pays qu'on commence à cerner réellement sa propre culture et son background. Je passais un temps vraiment merveilleux dans votre pays une fois que la neige a fondu. Je me suis acheté un nouveau vélo, et j'ai fait plusieurs longs trajets à travers les paysages. J'ai aussi visité le Luxembourg et l'Allemagne. Les étudiants étaient soulagés de ne pas avoir sculpté d'hibou. Il y en avait plusieurs parmi eux qui étaient de bons étudiants. J'ai bien sympathisé, entre autres, avec le sculpteur Jean-Luc Wilmut, et à mon retour en Angleterre, je lui ai assuré une place au Royal College. Pour la première fois depuis plusieurs années, je n'ai pas fait beaucoup de sculptures. Tout ce que je faisais, c'était des dessins, ou bien j'ai amoncelé les objets que j'avais ramassés en faisant des tas ou des piles que dégrangulaient, soit de eux-mêmes, soit parce que j'ai heurté. Mais ça a été une bonne période pour moi, pour mettre mes pensées au clair. Je me suis souvent rendu à Paris. J'ai beaucoup lu, appris plein de choses sur le mouvement artistique au dehors de la Grande-Bretagne, savouré les débats longs et compliqués qui avaient lieu, ainsi le penchant à intellectuer n'importe quel sujet. La seule chose qui me manquait, c'était le grondement profond et flagrant de l'insatisfaction qui faisait tant partie de la vie en Angleterre, où les jeunes et les désillusionnés devenaient punk par protestation. Tout le monde ne veut pas devenir punk, mais l'insatisfaction était présente chez tout le monde. De retour à Londres, accueilli à bras ouverts par professeur Meadows, j'ai commencé à travailler en dessinant directement sur la surface des objets trouvés, une sorte de démarcation, en découpant des matériaux et en écrasant des gravats ramassés sur un chantier à côté, les aplatissant avec un marteau de forgeron. Le résultat était spectaculaire. Le tas de gravats d'une gris sale s'est désintégré sous le marteau pour former les îlots de matériaux bariolés, blancs, gris, noirs, jaunes, et plusieurs nuances de rouge venant de briques de vraies pimentes. Je prenais de plus en plus conscience qu'il y avait eu
un processus historique dans lequel les artistes avaient utilisé tous les matériaux disponibles pour faire de l'art et qui avait commencé avec Duchamp et Dada. Mais on pouvait déjà noter que ce processus avait ses limites. Finalement, il y a seulement tant et tant de matériaux et j'en avais déjà utilisé plusieurs dans mon travail. Il y avait souvent des objets en plastique parmi les matériaux que j'ai utilisés. Ils étaient remarquables à cause de leur couleur. Ces plastiques servaient souvent à faire des récipients. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai lu le texte éloquent de Roland Barthes sur le plastique, mais quand j'ai fini par le lire, je pouvais parfaitement la comprendre, malgré son ironie. J'avais toujours senti que j'avais eu une enfance très agréable et grandi dans différents endroits, avec le long passage dans la ferme de mon grand-père. Ce n'est donc en aucun cas de la lamentation, mais la réalité matérielle de l'Angleterre dans les années 50 était d'une certaine manière très limitée. Je suis issu de la toute petite classe moyenne, ce qui est une façon élégante de dire la plus pauvre qui soit. Les jouets, comme tant d'autres choses, étaient faits en bois et tôle, et dès qu'on les avait un peu utilisés, les peintures s'escaillaient. Un seau en plastique à côté, avec sur sa face un monochrome de couleur primaire, faisait l'effet d'un venir d'une autre planète. C'était un luxe pour les yeux. Les gens ont souvent l'impression que l'usage que je fais du plastique comme matériau pour mes œuvres est une sorte de geste ironique, mais je le fais. Est-ce que c'est un matériau vraiment bien et intéressant à travailler? Bien que cependant, je n'aille pas jusqu'aux draps et chemises en nylon. En 1974, j'avais participé à une grande exposition de travaux d'étudiants à la Oxford University Library, où j'avais présenté 3 œuvres. Peu après, j'ai reçu un appel de Nicholas Logsdale de la Galerie Lisson qui voulait voir mon atelier. Ce fut le début d'une relation de travail qui, avec les hauts et les bas habituels, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Comme il était intéressé, il m'a invité à exposer en 1977 dans une exposition collective à New York, où j'ai présenté une surface broyée au 12e étage d'un immeuble où, assez curieusement, les voisins ne se plaignaient pas, et une figure en forme d'étoile, faite d'étoiles en argent, et une météorite avec ma signature dessus, ma première. Pendant mon séjour à New York, j'ai eu l'occasion de rencontrer Donald Judd, Carl-André Solowit et Daniel Buren. Toujours en 1977, j'ai fini mes études au Royal College of Art et je suis parti m'installer à Wuppertal en Allemagne, la ville natale de ma première épouse. Je travaillais là comme peintre en lettres et renouis le matériau pour Newton Stones et plusieurs autres œuvres. J'avais ramassé le matériau dans un autre but, mais comme j'avais tout accumulé dans l'atelier, je les ai tirés en fonction de couleur et l'œuvre s'est presque fait d'elle-même. En 1978, j'ai exposé cette œuvre pour la première fois à Paris dans une exposition organisée par Jean-Luc Wilmot et des autres artistes s'appelant Jeanne Napa. La même année, j'ai arrêté de travailler comme peintre d'enseigne et j'ai fait plusieurs œuvres en plastique et découvert une véritable source de ce matériau sous bord du Rhin où j'en ai rempli des sacs et des sacs. Parmi les matériaux rejetés sur la rive, il y avait une quantité d'objets en bois, étrangement érodés. J'ai commencé à dessiner ces objets
et à faire une série de photos de mines à ciel ouvert non loin de Wuppertal, que j'ai combinées avec des objets ramassés dans les mêmes mines. En 1978, j'ai eu ma première exposition personnelle à la Listen Gallery avec ses œuvres. La fin des années 70 était une époque où on cherchait activement des artistes nouveaux et les plus jeunes, après plus de 10 ans de domination d'un art poussé par le concept. Il y a eu dans ces buts plusieurs grandes expositions collectives auxquelles j'étais invité à participer, y compris celle à Stuttgart sur l'art des années 80. À la surprise de plusieurs, et particulier, je crois, des organisateurs d'expositions, la nouvelle tendance en art contemporain n'était pas la sculpture, mais en réalité le retour de la peinture de l'origine diverse, essentiellement d'Italie et d'Allemagne. J'ai participé à plusieurs de ces expositions dans lesquelles j'étais souvent un des rares sculpteurs environnés de peinture. Ces expositions étaient pour moi une moyenne de développer mon travail sous forme d'installation et il devint ainsi plus grand. Comme j'ai toujours été fasciné non seulement par les matériaux, mais aussi par le simple objet qui compose la masse du matériau, j'ai commencé à utiliser un de mes objets trouvés comme motif pour le matériel. De cette manière, j'ai commencé à produire des images, ce qui était une manière commode d'éviter des formes plus géométriques et m'a entraîné dans un processus de sélection aléatoire vers le nouveau contenu et idées. En 1978, j'ai exposé à la Lützowstraße Situation à Berlin, où j'ai utilisé une capsule de bouteille, un flacon de détergent et une joue représentant une Indienne d'Amérique du Nord comme motif pour 3 œuvres installées sur le sol. Et en 1979, j'ai exposé à la Listen Gallery où pour la première fois, j'ai fait un relief mural au partir de fragments de plastique. Ces œuvres étaient une référence directe au dessin de silhouette sous mur que j'avais fait au début des années 70. J'ai commencé à m'intéresser au changement de rapport d'équilibre entre le matériau, l'objet et l'image dans les œuvres, et même dans l'acte de fabrication de celles-ci. Ces œuvres allaient se développer dans plusieurs séries de différents motifs. La première était les bouteilles et le conteneur, qui ont, quoi qu'il en soit, une référence organique et même figurative, et puis les diverses figures que j'ai trouvées. En 1980, à Paris, je fis mon premier autoportrait qui était en fait un portrait de moi-même, me collant moi-même au mur. La série d'œuvres intitulée New Figuration faisait clairement référence à la vague de peinture figurative devenue endémique et pareillement la série African Culture Myth and European Culture Myth renvoyait à l'usage répandu et même excessif de références historiques et culturelles dans le travail de bon nombre de peintres. Je sentais que l'histoire de la culture ne pouvait définitivement pas être ignorée en tant que source ou référence pour l'art, simplement parce que le grand art, de façon compréhensible, s'est préoccupé de tous les thèmes ayant rapport avec l'existence humaine. Cependant, je crois alors, comme je le fais aujourd'hui, que l'art devrait traiter de la vie et de la situation en question, et qu'il se développe plus en réaction au présent et à une recherche de chemin vers le futur, plutôt qu'en invoquant le passé
comme source de contenu allégorique ou comme justification culturelle, contextuelle ou formelle. En 1983, j'ai fait Menschenmenge, le premier de 5 grands reliefs murales qui, à l'origine, sont tous leurs autoportraits. Parmi les autres grandes œuvres, il y avait Great Britain Seen from the North et Riot. Parallèlement aux reliefs muraux en plastique, j'ai continué à trouver, trier et classer des objets et des matériaux et à les assembler en sculpture. Cette méthode de travail me permettait d'apprendre, comme dans une minutieuse investigation, le grand monde matériel qui m'entourait. J'étais en dehors, occupé à regarder, à chercher, et cela me fournissait une méthode non pas seulement pour créer l'œuvre, mais aussi pour faire des expositions. Trouver ou identifier les matériaux, classer et trier, sont des actes qui déracinent les objets et de leur répartition et contexte habituel, de l'accumulation de formes et de l'assemblage de matériaux, conduisant ainsi à des abstractions qui aident à donner du sens à ce qui autrement pourrait n'être qu'une fouillis chaotique de matériaux et de choses. J'étais conscient de ce fait depuis le tout début de mon travail, et vers la fin des années 70, j'étais aussi conscient que c'était une méthode qui avait déjà été bien exploitée par d'autres artistes. Le côté installation de travail que je faisais à cette époque et le type de matériaux que je pouvais trouver et étaient préparés à utiliser sont devenus une expérience créative qui m'a conduit presque automatiquement vers des domaines nouveaux. J'ai découvert plusieurs façons différentes de catégoriser matériaux afin qu'ils puissent être discernés comme un tout. Le plus évident était de lier physiquement, comme dans Morte and Pestle. Une autre solution tout aussi utile et quotidienne d'assembler des objets consistait à faire des tas ou des piles en laissant de la gravité le soin de les coller ensemble. Collationner d'objets et matériaux similaires en conglomérat conduit à les trier de nouveau au sein de cette catégorie selon des qualités définies, telles que la couleur, la forme ou la taille. Et aussi bien identifier différents objets en les recouvrant d'une même surface avec la matière de la peinture ou du dessin étaient des approches qui me permettaient de créer une homogénéité, créer de nouvelles relations entre les parties assemblées. J'étais content que la série d'œuvres que j'ai faites au début des années 80 soit souvent basée sur un travail et des techniques de travail que j'avais pratiquées pendant mes études et que cela m'a éloigné loin au-delà de mon point de départ initial. Je suis conscient de décrire le développement de l'œuvre comme une série de processus matériels donne inévitablement l'impression d'une approche plutôt formelle. C'est pourtant rarement le cas. Faire de la sculpture est une lutte radicale pour des valeurs. Et les raisons qui me font d'avoir cette opinion ont un arrière-plan extrêmement émotionnel qui a à voir avec ce que je considérais comme un gaspillage absurde et cruel de matériaux, qu'ils soient de nature animale, végétale, minérale, et de la vie humaine. En 1984, pour le catalogue de mon exposition à la Kessner-Gesellschaft de Hanovre, j'ai écrit la chose suivante. Ce qui m'intéressait en premier lieu, en faisant des images et objets, était à rester encore la création d'objets qui n'existent pas dans le monde naturel ou fonctionnel,
qui peuvent refléter et transmettre des informations, des sentiments sur le monde et sur ma propre existence. Leur intention n'est pas d'être des déclarations dogmatiques, mais des propositions, ce qui est pour moi une distinction essentielle. L'impulsion vient directement de mes observations et expériences dans le monde qui m'entoure et résulte rarement de la littérature ou de l'histoire culturelle. Mais je reconnais positivement le fait et l'influence que cela a de vivre à un moment particulier dans le temps. Dans mon travail, j'avais toujours voulu aboutir à des formes par un dialogue avec les matériaux. Pour y parvenir, j'avais essayé d'approcher et de faire l'expérience de matériaux à un niveau brut et fondamental, où je me suis guidé par mes sens. Je suis à continuer d'être souvent emparé par un grand étonnement et je m'émerveille que nous soyons ici. C'est quelque chose dont nous avons tous conscience, mais curieusement, dans la banalité de la vie quotidienne, nous l'oublions trop souvent. Le matériau existe du fait de nombreuses structures formelles différentes qui le sous-tendent, mais à nos yeux, il y a toujours un point où il revêt une qualité émotionnelle. En 1983 est apparue une nouvelle génération de sculpteurs internationaux, venant principalement d'Angleterre, l'Allemagne, de France, d'Espagne et d'Amérique, avec l'intérêt et des champs de travail formels différents. La plupart de ces œuvres étaient basées sur le ready-made, des assemblages, de matériaux et de constructions, et beaucoup de sculptures se voulaient impérativement conceptuelles. J'avais eu l'occasion d'exposer plusieurs fois dans les années précédentes. Seulement en 1982, à l'âge de 33 ans, j'ai eu 2 expositions personnelles à travers le monde, à New York, Tokyo, Berlin, Paris, Londres, à New York, à New Delhi. Et j'ai aussi exposé à Documenta 7 à Kassel dans 7 ans. Ce n'était bien sûr qu'à cause de la nature quasi performative de mon travail et du fait que je voyageais constamment d'une exposition à l'autre, muni de ma valise et de ma propre substance pour vivre et travailler. Immanquablement, cette période intense qui m'a permis de forger mes idées sur la sculpture en général et mon travail en particulier a pris une fin abrupte. Elle était due en partie à diverses crises dans ma vie, mais tout autant de la fatigue et au sentiment croissant que je ferais mieux de retourner dans mon atelier si je voulais continuer à développer mon travail. Trop souvent, j'avais trouvé des matériaux et objets intéressants dans le contexte de préparation d'une exposition et j'avais eu le sentiment qu'il me fallait plus de temps pour travailler sur le matériau pour arriver à une destination nouvelle et pour moi inconnue. En 1983, j'ai trouvé un atelier plus grand, j'ai employé 2 assistants et commencé à faire des choses en plâtre, bras, cire et en sculptant de formes en polystyrène. Ce n'était pas tout à fait un nouveau début pour moi, puisqu'il y avait encore beaucoup de choses que j'avais voulu faire en utilisant des objets existants. Mais c'est un nouvel aspect de mon travail. Et je me tout de suite trouvé soudainement en plein conflit entre la sculpture qui trahit que tout contenu en sculpture ne résulte que de formes matérielles, qu'elle ait été taillée ou modulée, et d'un autre côté, la sculpture qui croyait que toute la forme vient d'un besoin d'exprimer une certaine idée ou concept. C'est le perpétuel débat sur la forme et la continue. Les uns accusent les autres du formalisme académique
et les autres de répliquer que peu importe comment on appelle l'arrangement de choses, tout fait basé sur les idées quasi-intellectuelles, ce n'était en tout cas définitivement pas de la sculpture. Dans le fait, bien sûr, la longue histoire de la sculpture consistant à modeler, à tailler pour produire des formes qui découlent entièrement de la volonté et de l'adaptation de sculpture, avait été l'approche que la vaste majorité de sculpteurs avait utilisée pendant des milliers d'années. L'usage d'objets comme vecteur d'un contenu artistique où l'artiste donne une signification matérielle sans avoir nécessairement à changer forme physique du matériau, mais en modifiant le langage associé à un objet désigné, était une évolution historique importante qui a changé le paradigme de la sculpture. Ceci donne à la sculpture de nombreuses possibilités nouvelles et même une nouvelle fonction dans le monde en tant que la discipline qui explore et exprime la valeur et signification de tous les phénomènes matériels. J'avais été témoin de cette querelle idéologique parmi les sculpteurs depuis le début de mes études. Et j'ai senti que c'était un point de friction parce que c'était un développement historique appelé à durer. Et je ne voyais pas de raison de me mettre d'un côté ou de l'autre. Au contraire, je sentis qu'il était possible de changer la signification de l'objet trouvé en changeant le terme vocable. Je croyais possible de créer un monde radicalement différent en faisant de la sculpture dans laquelle le matériau était modulé et formé, créant en même temps de nouveaux vocables. Je ne voulais pas modeler de la sculpture en sens traditionnel, qui donnait souvent l'impression de ne pas être encore remise de l'abandon de la représentation figurative et qui son modèle anatomique fluctuait entre le grotesque, l'incongru et le surréel. Mon point de départ était les objets avec lesquels je m'étais engagé depuis le début de mon travail. Ma familiarité avec ces objets me conduisait à voir qu'en dépit de l'apparente variété de formes au sein d'un groupe d'objets, par exemple des vaisseaux, il n'y avait en fait à la base que relativement peu de types. Je comparais cet état de choses avec celui des différentes espèces d'animaux qui nous connaissons, tout avec la forme et caractéristiques différentes et par conséquent avec le nom et désignations différentes. Un cochon, une souris, une vache, une fourmi ou un éléphant, et je commençais à spéculer sur les espèces manquantes qui pourraient théoriquement venir combler les lacunes. Une chose que nous appelons cochon, y compris ses caractéristiques, nous est familière, tout autant qu'un éléphant. Mais qu'en est-il des myriades d'espèces qui pourraient exister ou avoir existé entre les deux formes réelles, comme par exemple le cochiffon? J'ai décidé de regarder la forme qui manquait entre un objet et un autre. Et j'ai commencé à faire des sculptures dans lesquelles une forme connue évoluerait en une autre. Finalement, j'ai appelé ces œuvres Early Forms, comme une référence à l'évolution des espèces. Au commencement, ces formes étaient relativement simples, mais bientôt, elles se sont développées en des formes de plus en plus compliquées qui présentaient de nouveaux degrés de complexité et de nouveaux défis. Et là encore, je me retrouvais dans la position de la plupart des sculptures devant faire quelque chose parce que s'ils ne le faisaient pas, cela n'existerait jamais. Car de fait,
C'est ce que font toutes les sculptures. Ils cherchent l'espèce inconnue et essaient de trouver, découvrir le cochon. Thank you very much.